Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast À bras le corps. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose une discussion entre mon invité et moi-même sur un sujet dont vous avez peut-être déjà entendu parler. L'entretien a été enregistré il y a cela maintenant déjà quelques mois et la jeune femme que je recevais pour l'occasion avait à cœur de transmettre certains messages. Sur ce, je ne vous en dis pas plus, j'espère que ça vous plaira. Et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne écoute. Attention, ça démarre sur les chapeaux de roue avec une petite intro. À bras le corps. Dans son cas, oui. Alors aujourd'hui, on peut dire que le fait que la biosphère aille exceptionnellement mal n'est une surprise pour personne. Réchauffement climatique, extinction d'espèces, pollution, etc. Tels sont les faits qui parviennent jusqu'à nos yeux et nos oreilles. Si depuis la fin des années 80 jusqu'au début des années 2000, les médias ont cherché à culpabiliser le citoyen pour tenter de faire bouger les lignes, aujourd'hui la stratégie est un petit peu différente. En effet, puisque la première stratégie dont je viens de vous parler n'a pas fonctionné. Une bonne partie d'entre nous a mis en place des œillères pour éviter de voir ce malheur qui allait nous arriver dessus et qui faisait flipper tout le monde. Et du coup, les choses n'ont pas vraiment évolué. Ce réflexe est dû en partie au fait que nous avons, nous, humain, en fait, de la peine à attribuer une valeur intrinsèque à la nature. Une valeur intrinsèque, c'est une valeur objective qu'on met pour définir l'importance d'une chose. Or, il se trouve que vous comme moi, nous mettons des valeurs à plein de choses tous les jours et que la valeur que vous mettez, vous, à quelque chose ne sera pas forcément la mienne. Donc, il y a des divergences d'évaluation de ce que peut être la nature, la santé, votre chien, votre frère ou votre propre vie. On n'y met pas tous le même prix. Et ça, la science nous l'a bien montré, nos cerveaux sont atrocement nullissimes pour faire ce genre de raisonnement et c'est ce qui explique en partie le fait que, en fait, aujourd'hui, une bonne partie des stratégies qui ont été mises en place pour tenter de sauver la planète, l'humanité, le réchauffement climatique et compagnie, n'a tout simplement pas fonctionné parce que c'est un problème qui n'est pas palpable pour nous, il est trop complexe et du coup, notre raisonnement, lorsque nous en avons un, est biaisé. Ça nous échappe complètement. Du coup, on préfère tout simplement zapper le problème pour se protéger parce que c'est évidemment très angoissant. Et du coup, ça nous fait aussi économiser de l'énergie pour penser à d'autres choses comme nos petits soucis quotidiens. Sauf que, voilà, aujourd'hui nous sommes en 2019 et zapper le problème commence à devenir un petit peu problématique. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler d'un mouvement qui s'appelle le zéro déchet qui est apparu au début des années 2000. La première définition officielle a été fixée en 2004, puis elle a été revisitée en 2009, vient donc du mot zero waste en anglais et qui se traduit comme étant une stratégie holistique qui vise la réduction de la quantité de déchets issus de la société industrielle et qui propose, entre autres, dans son mode de fonctionnement, des modifications du processus de fabrication et de production des déchets industriels qui sont dans nos vies tous les jours, ainsi qu'une réflexion et une modification en profondeur de notre rapport aux déchets dans son ensemble. C'est une démarche qui s'inscrit dans une recherche de modes de vie plus raisonnés, respectueux de l'environnement et de notre santé. Aujourd'hui, donc, pour parler de cet épineux sujet, nous avons j'ai la grande chance d'accueillir une invitée que j'aime tout particulièrement et qui va parler avec moi pendant 1 heure de qu'est-ce que c'est quand on est monsieur et madame tout le monde de vivre et d'essayer d'avoir un mode de vie zéro déchet. Aujourd'hui, nous recevons Doulina. Bonjour Doulina. Mais bonjour. Bienvenue dans ce podcast et merci de participer. Avec grand plaisir. Alors, Luna, je vais commencer par te poser une première question. Qu'est-ce que ça veut dire zéro déchet pour toi ? Alors, le zéro déchet pour moi, je dirais que ça m'inspire tout simplement, pour moi c'est vraiment une démarche qui insuffle vraiment de l'espoir. Ça me fait tout de suite penser à cette citation que j'aime beaucoup, qui dit « Quand on ne fait rien, on se sent dépassé, impuissant. Mais quand on s'engage, on ressent une impression d'espoir et de plénitude parce que l'on sait que l'on contribue à améliorer les choses. » Donc pour moi, le zéro déchet, c'est effectivement un moyen de m'engager à travers de petites réussites quotidiennes qui me permet de ressentir de la joie,
de l'espoir pour contribuer à veiller un présent, un meilleur présent et un avenir proche. Effectivement, voilà, c'est un petit peu ça que ça me fait. Donc en fait, ça te donne l'impression qu'en fait, tu as une certaine influence sur les choses, ce qu'on n'aurait pas eu il y a, je sais pas, une dizaine d'années. Par exemple, quand je disais tout à l'heure dans l'intro qu'en fait, on voyait beaucoup de reportages catastrophes qui nous faisaient peur, et puis du coup, on se sentait impuissant, genre un grain de sable dans le désert. Exactement. Pour moi, le zéro déchet, ça me permet de me dire que j'ai un pouvoir. Malgré moi, malgré le fait que je sois juste une toute petite fourmi, ben voilà, ma petite action, ben, elle a son importance et je pense qu'à mon échelle, je peux aussi effectivement améliorer les choses, en tout cas du moins améliorer ce qui est autour de moi. Voilà. D'accord, on a compris. Ça, c'est pour la vision un petit peu philosophique. Alors du coup, du côté, je dirais pratique, qu'est-ce que ça veut dire zéro déchet dans ta vie de tous les jours en tant que personne? Eh bien, si je vois effectivement mon environnement, c'est-à-dire mon appartement, tout simplement, zéro déchet, c'est-à-dire aussi, c'est une démarche globale, hein, mais mon appartement, effectivement, je l'ai désencombré énormément. Déjà, pour garder juste le strict nécessaire qui répond à mes besoins, plutôt que d'entasser un certain nombre de choses qui sont finalement inutiles et qui pourraient être beaucoup plus utiles pour les autres. Ça veut dire aussi avoir un mode de vie plus équilibré, plus sain, et puis plus concrètement avoir tout simplement moins de déchets, c'est-à-dire une poubelle qui dure 1 mois plutôt qu'une semaine. Donc voilà. Vraiment avoir moins de plastique, moins de contenants, moins d'emballage, et puis être moins envahi par toute cette pollution en fait qui est absolument, qui n'est pas du tout nécessaire. Donc, c'est un petit peu ça que... Oui, donc parce que le zéro déchet, une des particularités du mouvement est entre autres de s'en prendre aux emballages plastiques. On part de suremballage, vous avez par exemple une barquette de biscuits qui est emballée 3 fois, une fois dans du carton, une fois dans un cellophane, puis dans un papier d'alu, le papier d'alu contenant lui-même une barquette en plastique pour contenir les biscuits. Donc c'est ça qu'on appelle le suremballage et qui est très présent dans la société industrielle dans laquelle on vit, puisque nous vivons, en tout cas nous, en Occident. Et donc c'est entre autres là-dessus que se focalise pas mal quand même, je dirais au niveau de l'alimentation, le zéro déchet. Et puis c'est vrai, tu parlais de simplifier, de revenir à l'essentiel dans ton mode de vie, quelque chose de plus simple, de plus raisonné. Il faut savoir que le zéro déchet est un mouvement qui est arrivé en Europe de façon très timide, à peu près en même temps qu'un autre mouvement qui est celui de la simplicité volontaire, qui sont toutes les deux des approches pour aller vers un mieux-être en fait de la vie en général, mais qui utilisent des approches différentes. La simplicité volontaire, elle va plus aller chercher dans se désencombrer des valeurs matérielles, ce qu'on a tendance à faire aussi quand on fait du zéro déchet un petit peu par la force des choses, puisqu'on se débarrasse d'un certain nombre de trucs dont on ne veut plus. Mais du coup, ça cherche aussi un mieux-être dans la vie de tous les jours, dans toi, dans ta façon de fonctionner. Exactement. Mais tu souhaiterais savoir un petit peu éventuellement ce que je fais concrètement à travers le zéro déchet ? Alors ça, on va y venir de toute façon, puisque on n'est pas juste là, bien sûr, pour philosopher. Alors c'est très intéressant de voir d'où ça part, etc., de comprendre quelles sont les motivations qui ont pu te pousser à faire du zéro déchet. Tu nous en as un petit peu parlé, le respect de la planète, etc. Donc, du coup, la question qu'on pourrait venir, puisqu'on va parler du coup un petit peu plus côté pratique, c'est donc, visiblement tu pratiques le zéro déchet, si je ne me trompe pas. D'accord, ok. Pourquoi tu le pratiques, ça on a plus ou moins compris, mais comment est-ce que tout ça est arrivé à toi ? Comment le zéro déchet est arrivé tout à coup, pouf, dans ta vie ? Coup de baguette magique ou pas du tout ? Alors déjà, dans un premier temps, j'aimerais te parler un peu de mon sentiment un peu global. Depuis un certain nombre d'années, effectivement, on est accablé par toutes ces mauvaises nouvelles, tous ces documentaires qui parlent effectivement de cet environnement qui est complètement détruit par l'humanité. Et j'avais vraiment cet état d'esprit très négatif, disons, j'avais une forme de démotivation, c'est-à-dire que souvent, voilà, je pensais au fait que toutes ces bonnes initiatives que j'aimerais mettre en place, je me dis, à quoi bon finalement ? Elles vont être
écrasée par les autres personnes qui vont à l'encontre de mon projet, de ma démarche. Je ressentais aussi de l'étouffement en me disant, tiens, voilà, j'ai envie d'espérer, j'ai envie d'agir comme je peux, mais malgré tout, j'ai quand même ce sentiment d'être désarmée et d'être oppressée, en fait, sans aucune remédiation à tout ça. Disons, on se conditionne, en fait, pour se protéger à une espèce de comment dirais-je, de forme de somnolence obligée, enfin comme si on vivait dans le déni, en fait, pour se déconnecter des réalités. Et c'était un peu j'étais un peu dans cette situation-là. Et en fait, j'ai réalisé tout simplement que j'avais besoin concrètement de plus d'indications, de plus d'informations quant au comportement à avoir et à adopter, disons. Et c'est vrai que on se sent très seul. Je dirais que souvent on se sent seul, on a l'impression que voilà, on se sent impuissant, dépassé, on ne sait pas comment faire. Et du coup, j'ai eu une super comment on pourrait dire, rencontre. J'ai pu effectivement participer à une conférence de Bea Johnson. C'était à Genève, justement. Et cette personne a pu mettre en valeur, disons, en valeur, du moins en tout cas nous expliciter comment elle a mis en place un certain nombre de choses à travers le zéro déchet, ce que ça a pu lui apporter, comment elle mettait en place concrètement dans sa vie certaines actions qui sont peut-être petites à travers un seul individu, mais qui pour moi cette rencontre a vraiment été un moteur pour moi, une source d'inspiration. Je dirais que ça a été le déclic. En fait, me dire, voilà, on n'est pas seul. Il y a d'autres personnes qui se posent des questions, il y a d'autres personnes qui se mettent en action et c'est possible tout simplement. Donc, c'était vraiment la conférence, le top départ pour moi du zéro déchet. Et c'est vrai que ça me fait tout le temps penser à cette citation que j'aime énormément, qui dit « Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde, car historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. » Et je me suis dit « Tiens, voilà, j'ai envie de faire partie de ce mouvement, j'ai envie de m'engager. » Et du coup, j'ai pu découvrir l'association Zero Waste Switzerland qui proposait des ateliers zéro déchet. Des ateliers, effectivement, qui disons, accueillent un public tout à fait, disons que ça accueille n'importe quelle personne qui serait intéressée pour les sensibiliser à des petites actions, comment faire concrètement au quotidien. Et en fait, effectivement, lors de ces ateliers, j'ai pu rencontrer un certain nombre de personnes. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes, c'était drôle. Et en fait, ce que j'ai vraiment aimé à travers ces ateliers, c'est que le fait de se sentir entourée, de se dire, voilà, on n'est pas seul. Il y a plein de personnes qui ont le même sentiment que moi, qui ont les mêmes besoins que moi, qui souhaitent agir avec leurs petits moyens, disons, voilà, faire leur part d'une certaine manière, et te dire qu'ensemble, voilà, tout seul, on va vite, mais ensemble, on peut aller très loin. Et c'est toutes ces petites solutions que j'ai pu mettre en place dans mon quotidien. Donc, voilà un petit peu comment j'ai pu découvrir le zéro déchet. Donc ça a été, disons, un moteur supplémentaire à ma démarche, et vraiment le fait de m'engager concrètement, de mettre en pratique des petites choses. Alors je ne suis pas du tout experte, mais ça me permet de me dire en tout cas que je peux échanger, discuter de mes préoccupations avec d'autres personnes. Et plus j'en rencontre, plus je discute avec ces gens, plus j'ai envie de me lancer plus de défis, de m'améliorer et de me dire, oui, effectivement, il y a un mouvement qui se met en place, et il est là, il est bien présent. D'accord, donc concrètement, enfin moi ce que je ressens par rapport à ce que tu me dis, c'est que en fait tu étais comme tout le monde, c'est-à-dire que toutes ces histoires de changement climatique, de catastrophes naturelles et de pollution, ça te faisait peur, mais tu te sentais totalement impuissante, et en fait tout à coup tu as rencontré quelqu'un qui t'a expliqué que en fait tu pouvais faire un certain nombre de choses, que ça avait de l'impact. Donc tu avais une sorte de pouvoir pour influencer les choses, pour les améliorer, et surtout cette personne est arrivée avec la liste de tout ce qu'elle a fait, et du coup ça t'a donné un exemple de comment on pouvait faire pour changer nos vies, pour pouvoir un peu changer le monde. Exactement, ouais. D'accord. Et du coup après tu es tombée donc sur l'association Zero Waste Switzerland, et c'est comme ça qu'aujourd'hui tu mènes du mieux que tu peux, comme tout un chacun le sait, en toute bienveillance et dans la mesure de ses moyens, une existence où tu essayes d'aller vers
quelque chose qui se rapproche du zéro déchet. Mais justement, par rapport à ce terme de zéro déchet, il est peut-être, comment dirais-je, peut-être qu'il est un petit peu galvaudé quand on regarde un petit peu, souvent quand on parle avec surtout les membres des associations de ce genre de mouvement, il y a comme, je dirais, une sorte de flottement où les gens, en fait, admettent que le terme zéro déchet n'est peut-être pas tout à fait adéquat pour ce mode de vie, puisqu'en fait, on ne peut pas ne pas faire de déchets. Le vivant fait du déchet de toute façon. Donc finalement, le terme est peut-être un petit peu trop radical et même si a priori ça veut pas changer de nom parce que c'est l'idée de base d'aller vers la réduction des déchets, le terme employé est des fois un petit peu, il crispe un petit peu les gens qui se lancent pas forcément dans la démarche. Est-ce que tu ressens ça toi aussi? Effectivement, juste zéro déchet, je me dis, mais mince, mais est-ce que je vais y arriver? C'est un objectif sacrément énorme, hein, d'arriver du zéro déchet. C'est vrai qu'au tout début, quand on y pense, on se dit, mais c'est impossible. Comment est-ce que je vais y arriver? Par quels moyens? Après, c'est vrai que j'ai aussi assisté à cette conférence de Jérémy Pichon, c'est donc le père de famille de cette famille qui a justement écrit ce livre La famille presque zéro déchet et qui nous ont montré leur petite poubelle en une année, donc c'est-à-dire ils sont 4 personnes, donc la maman, le papa et les 2 enfants, et en une année ils ont une poubelle, c'est-à-dire l'équivalent d'un pot de confiture plus ou moins, et c'est leur seul déchet d'une année. Donc c'est vrai que c'est très impressionnant, et quand on commence, on se dit mais mon Dieu, tout ce que je vais devoir mettre en place, c'est un peu effrayant. C'est un peu faire. Et puis surtout qu'il faut accepter le fait déjà de pas y arriver tout de suite du jour au lendemain. Voilà, il y a des transitions et c'est vrai que on a souvent cette tendance à vouloir respecter une quantité de critères, c'est-à-dire qu'on veut que ce soit bio, on veut que ce soit local, on aimerait que ce soit le moins emballé possible, on aimerait que ce soit sain, etc., etc. Et c'est vrai qu'au début, on a l'impression que c'est plus une contrainte qu'autre chose. Mais ce qu'il faut vraiment se mettre en tête, c'est de dire, voilà, il faut être indulgent avec soi-même, il faut mettre en place une petite nouvelle habitude, peut-être par semaine par exemple, et de se dire bah voilà, et puis surtout s'encourager, se féliciter. Voilà, c'est vrai que j'ai peut-être fait en une semaine, je sais pas moi, ça peut être tout simplement éviter d'acheter des serviettes en papier pour les invités et puis utiliser des serviettes par exemple de table en tissu. Et ben voilà, c'est une nouvelle habitude que je mets en place dans ma vie parce qu'on sait bien que changer une habitude c'est compliqué. On a tendance à rester dans notre quotidien, dans notre routine personnelle, mais si on accepte le fait que changer nos habitudes, ça prend peut-être un certain temps, mais du moment qu'on y met du sens, on y arrive petit à petit à se détacher d'un confort, mais pour en trouver un autre, différent, mais qui réponde mieux à nos valeurs, et y aller vraiment étape par étape, se féliciter de toutes ces petites choses qu'on met en place, et voilà, d'avoir un cap. Cet objectif zéro déchet, certes, ça paraît peut-être trop extrême, mais peut-être on n'y arrivera pas tout de suite, ça prendra un certain temps, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais je pense que c'est le fait d'échanger avec les autres personnes, de partager ses astuces, essayer de mettre en place certaines choses dans son quotidien sans, comment dirais-je, sans se mettre de pression. Il faut s'en mettre un petit peu pour garder une certaine motivation aussi. Mais c'est vrai, comme tu disais, Gaëlle, le zéro déchet, ça peut paraître de se dire, mais est-ce que c'est possible d'avoir aucun déchet? Donc effectivement, voilà, il faut, je pense, ce qui est très important, c'est de se féliciter pour toutes ces petites actions qu'on met en place au quotidien, que le cap zéro déchet paraît très très loin, presque inaccessible, mais je pense que vraiment d'être indulgent envers soi-même, de se féliciter de chaque petit pas, d'échanger avec les autres, c'est vraiment le gage de réussite. Voilà. On contribue chaque jour à un quotidien qui est meilleur pour nous, pour les autres, pour la planète. Donc on fait du mieux que l'on peut avec les moyens que l'on a. On fait sa part, tout en s'améliorant petit à petit. Voilà. D'accord.
Je trouve que c'est intéressant. Tu as tout à fait raison de parler quand tu parles de Jérémy Pichon et de sa famille, justement, où ils arrivent à une quantité de déchets vraiment minime. Alors eux, ils ont vraiment été à fond, là-dedans. Mais ce qui est très intéressant dans toutes ces conférences qu'on a été voir, surtout celle-ci, que nous avons pu voir, c'est que c'est vrai qu'il y a toujours à un moment donné un rappel pour dire mais vous n'êtes pas, personne ne vous demande d'être parfait. Il y a eux-mêmes avouaient, en tout cas tous les intervenants qu'on a vus eux-mêmes avouaient qu'il y avait des moments où tu je sais pas, t'as pas le moral, tu craques pour un paquet de biscuits, c'est pas grave. Mais toute la démarche que tu as mis en place avant pour réduire tes emballages, parce que c'est pratiquement ça surtout ça qu'on réduit. Elle est de toute façon très importante puisque en moyenne, on a une production de déchets, en tout cas pour la Suisse, qui est quelque chose comme de 300 kilos. Oui, par là autour. 300 kilos par habitant par an. Ce qui est tout de même énorme. Alors on fait partie des champions du recyclage sur Terre, mais on fait aussi partie des plus gros pollueurs de la planète, puisque la courbe de production de déchets et la courbe de richesse par individu est totalement corrélée. Donc ce qui veut dire que plus vous habitez dans un pays riche, plus votre pays aura tendance à produire des déchets industriels, tout simplement, parce que vous avez du pouvoir d'achat. Et là, on ne vous parle même pas de l'énergie grise, qu'on abordera probablement un autre jour, puisque c'est un sujet en soi qui mérite une émission. Et du coup, donc être très indulgent, se rappeler que il faut faire des petits pas à notre échelle, à notre vitesse, et qu'effectivement les habitudes sont difficiles à changer, donc il est bon d'en choisir qu'une seule, à changer à la fois pour éviter de s'en mettre trop sur le dos. Et puis alors cette fois-ci, pour faire un tout petit peu d'histoire par rapport aux déchets, il faut savoir que donc à l'époque où nos sociétés étaient d'ordre, je dirais, traditionnel, surtout agraire, et qu'il n'existait pas encore entre guillemets de grands bourgs ou de grandes villes, l'humanité avait relativement peu de problèmes de déchets, et c'est à partir du moment où en fait l'agriculture a commencé à créer suffisamment d'excédents de production et où du coup les gens n'ont plus eu besoin de se déplacer en fait pour trouver de la nourriture et que les villes sont nées, qu'en fait on a commencé à avoir la problématique des déchets qui sont apparus. Donc déjà à l'époque, donc on peut remonter jusqu'à quelque chose comme entre 3000 et 500 000 ans, oh mon Dieu, je vais beaucoup trop loin, entre 3 et 5000 ans avant Jésus-Christ, et même plus loin, où tout à coup on commence à voir apparaître la problématique des déchets en fait dans l'humanité. Sauf qu'à l'époque, notre civilisation ne connaissait pas le plastique, et comme c'était de l'économie à petite échelle, en fait, on réutilisait tout. Ou bien penser que quand vous allez voir dans un musée des poteries cassées, en fait, vous regardez les déchets de nos ancêtres, parce que pour eux, c'était un déchet. Voilà. Donc peut-être un jour, nos futurs descendants iront se balader dans un musée pour observer une canette de bière en alu, en disant que, je sais pas, c'est de l'art, ou que sais-je. En fait, non, c'est un déchet. Donc la vie fait des déchets, donc on ne peut pas ne pas en faire. Je vous donne un exemple tout bête. Simplement, quand vous allez aux toilettes, n'est-ce pas, vous produisez un déchet de votre... ce que vous sortez de votre corps quand vous allez aux toilettes est un déchet de votre organisme. Alors, le problème, c'est quand vous avez un circuit dit linéaire et non pas circulaire, où en fait, le déchet n'est pas réutilisé. D'où la célèbre phrase... Rien ne se perd, tout se transforme, et c'est exactement ça. Et le problème, c'est que notre civilisation aujourd'hui vit dans un modèle linéaire où on n'a pas d'économie circulaire et où on ne réutilise pas nos déchets, il n'y a pas de valorisation. Et c'est aussi ça que tout ce mouvement zéro déchet essaye en fait de faire réfléchir les gens, puisque il y a une bonne partie de la matière première en fait qu'on n'utilise plus. Et on le sait tous, puisque bien sûr on a écouté la radio, les infos, on a lu le journal, que par exemple les stocks de phosphore ou ce genre de choses, il y en a bientôt plus, et donc on va avoir un problème de matière première. Et même si on regarde par exemple les terres rares qui permettent de fabriquer les panneaux solaires, ce sont des minerais qui sont extrêmement compliqués à extraire, qui sont souvent dans des roches qui sont difficilement atteignables, et il faut déployer beaucoup d'énergie pour aller les chercher. Et la fabrication d'un panneau solaire, je suis très désolée pour tous ceux qui nous écoutent, mais c'est tout sauf écologique. Donc
ce que met en avant le mouvement, et je trouve on entend bien dans ce que tu racontes, c'est le fait que ce qui est important, c'est d'être indulgent avec soi, parce qu'on est un tas de personnes et on n'est pas responsable de tout. Voilà. Et puis malgré l'ampleur de la tâche, on peut faire plein de choses, et entre autres, retourner à une économie circulaire et réutiliser les objets, les contenants, donner une deuxième vie. Tout ça, c'est des choses qui sont à notre portée, et c'est ça l'économie circulaire. Et donc ça, tout le monde peut le faire. Du coup, j'en viens à ma prochaine question, qui est ta vie avant le zéro déchet, c'était comment? Est-ce que tu pourrais spécifier un petit peu ta question? Eh bien, je dirais comment tu consommais. On va dire ça comme ça. Parce qu'il y a un moment donné, visiblement, tu t'es mis au zéro déchet, tu t'es dit, je veux réduire mes déchets. Là, on m'a donné plein d'outils pour le faire, je vais le faire. Mais du coup, avant, comment est-ce que tu fonctionnais? Alors, c'est très simple. J'avais besoin de quelque chose. Ou est-ce que c'était réellement un besoin? Je me posais même pas la question. Est-ce que c'est un besoin ou juste un caprice? Ça pouvait très probablement être un caprice, voire c'était certainement plus un caprice qu'un besoin. Eh bien, voilà, selon l'envie, eh bien, j'achetais. Donc, c'était vraiment la facilité. Je me posais pas plus de questions que ça. Et c'est ça, de se rendre compte qu'en fait, j'ai baigné depuis mon enfance dans cette facilité. C'est-à-dire, on a envie de quelque chose, envie ou un besoin, eh bien, on va tout de suite l'acquérir de quelconque manière, que ce soit un magasin le plus proche possible, ou on va prendre la voiture, on va faire des kilomètres pour assouvir son caprice, on va dire ça comme ça. Donc voilà, une citoyenne qui ne se responsabilise pas. Alors c'est vrai qu'on a tendance à dire « Ah, mais qu'est-ce que tu t'en poses des questions en ce moment, tu te facilites pas la vie ?» Eh bien, je dirais plutôt que on a tellement été habitué à cette facilité de tout avoir, comme si tout était un dû, qu'on s'est complètement déconnecté, en fait. On s'est complètement déresponsabilisé. Et en fait, tous ces questionnements que je me pose, toutes ces questions que je me pose à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps de réflexion, mais c'est un passage obligé, je dirais. Parce qu'en fait, on nous a pas appris, en fait, des petits, à vivre avec juste ce dont on a besoin. Et il faut tout réapprendre. Et ça prend du temps. Et quand on n'a pas quelqu'un qui est à côté de nous, qui nous réexplique comment faire, par exemple, une sauce tomate, comment coudre, je sais pas moi, un sac qui a été abîmé, eh ben non, on ne sait pas le faire, alors du coup, on jette pour acheter, tout simplement. Et maintenant que j'en ai conscience, de me dire, non, j'ai plus envie de faire ça comme ça, depuis que ça atteint vraiment ma conscience et que je me sens coupable, en fait, de réagir comme ça, j'ai vraiment envie de faire autrement, j'ai vraiment envie d'apprendre, en fait, de réutiliser, de réparer tout ça pour moins consommer, tout simplement. Donc effectivement, avant, j'étais vraiment dans cette optique, j'ai besoin, j'achète, j'ai envie, je vais me le procurer, sans plus de réflexion que ça. Et c'est bien dommage, c'est maintenant que je sais ça, je me dis, mais si j'avais su ça avant, j'aurais réagi de la manière dont je réagis aujourd'hui, bien avant, disons. Voilà, ça peut un peu plus ou moins répondre à ta question. Est-ce que j'ai besoin de... Oui, non, c'est assez clair. Par contre, du coup, je rebondirais sur le propos en demandant, mais parce que là, on sent, quand on t'écoute, qu'il finalement, il y a une certaine forme de culpabilité. Culpabilité, de regret, effectivement. Regret, mais de regret a posteriori. Par exemple maintenant, par rapport à ce que tu regardes sur ton passé, ou est-ce que déjà à l'époque, quand tu allais faire tes courses, il y avait cette culpabilité sous-jacente? C'est ça, c'est-à-dire que je ne faisais pas le lien entre ma consommation et les dégâts sur Terre, c'est-à-dire que, disons, j'ai tellement baigné, et je ne suis pas du tout la seule, loin de là, mais dans un déni. Presque comme si c'était rentré dans les mœurs un petit peu, c'est-à-dire que on est tous avec des œillères, on vit tous dans le déni, ou alors tout simplement on n'a toujours pas fait la connexion, on nous a pas appris, on nous a pas sensibilisé au fait que nos actions, nos actes,
c'est justement relié directement à tous ces dégâts qui sont sur Terre. Donc, de ce côté-là, effectivement, oui, je ressens beaucoup de regrets et de culpabilité en me disant, bah voilà, tout ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, bah, j'y suis aussi pour quelque chose. Donc, si j'avais su tout ça avant, peut-être que j'aurais pu vraiment me mettre en action et sensibiliser aussi mon entourage par rapport à ça. Mais voilà, ma foi, c'est comme ça et on va pas non plus passer du temps à culpabiliser. Maintenant, il faut passer à l'action du mieux de son possible. J'essaie vraiment de me dire que peut-être qu'il n'est pas encore trop tard, qu'on peut encore faire quelque chose et on peut vraiment faire quelque chose de bien. En tout cas, apaiser notre conscience et puis voir que nos actions peuvent avoir vraiment un impact très positif. D'accord, ok. Alors maintenant, je vais faire juste une toute petite remarque et puis après, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit que je trouve qui est important aussi d'aborder par rapport au zéro déchet. Bon, déjà, la culpabilité, donc ça, c'est propre à chacun. On culpabilise tous plus ou moins un petit peu, certains dans une plus grande proportion que d'autres. Ce qui est tout de même très important, c'est que c'est vrai que si nous, en tant qu'individu, on a de toute façon tendance à se juger, donc de toute façon on va avoir une certaine tendance à culpabiliser, surtout si c'est des thèmes qui nous touchent énormément. Après il y en a peut-être d'autres qui trouvent que c'est important mais qui le prennent un petit peu moins à cœur, par exemple. De bien réaliser et de bien se rappeler qu'en tout cas quand vous êtes né dans une civilisation occidentale, pour la plupart, vous serez probablement très nombreux dans cette situation-là à écouter ce podcast, de se rappeler que vous n'avez pas choisi de naître là jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà, vous êtes né dans cette situation, dans cette civilisation occidentale, à cette époque-là, dans les diverses familles dans lesquelles vous êtes né, et la situation était déjà telle qu'elle est aujourd'hui, à l'époque où vous êtes né. Vous ne l'avez pas choisi. Et mais ça c'est moi, mais c'est mon plaidoyer. Moi je plaide pour l'indulgence que les gens ont envers eux-mêmes au regard par rapport de leur passé. Voilà, vous n'avez pas choisi d'être là, vous êtes là. Donc il faut faire avec ce que vous avez sur place. Rien ne vous empêche de faire mieux que si vous trouvez que ce que vous avez n'est pas bon. Donc ça c'est tout à fait honorable et c'est très important, c'est très bien. Mais il faut pas vous auto-flageller en vous disant et en vous faisant vraiment trop de mal. Par exemple, comme tu disais, mais si j'avais su avant, alors c'est très bien d'avoir la réflexion de se dire, ça aurait mérité que je le sache avant. Effectivement, ça aurait tous mérité qu'on le sache avant, mais c'est pas arrivé. Donc maintenant, il faut faire avec ce qu'on a et pas forcément être trop dur envers soi en tant qu'être humain, parce que voilà, on est des êtres humains. Et je suis pas sûre, à titre personnel, que de s'en vouloir pour quelque chose qu'on ne savait pas, puisqu'on ne le savait pas, on n'a pas eu l'idée, pas tous connectés au savoir universel, ne pas trop s'en vouloir non plus d'avoir été ce qu'on a été, d'avoir fonctionné comme on a fonctionné, parce que des fois c'était peut-être, on n'avait pas forcément les bons outils à disposition pour faire ce qu'on aurait aimé faire. Aujourd'hui on les a et c'est ça qui est génial. Et c'est ça qu'il faut surtout voir, de se dire que ok, voilà, on a mis un certain temps pour acquérir ces outils, mais maintenant ils sont là et on va pouvoir faire plein de trucs très très cool avec. Et c'est quelque chose sur laquelle toutes les associations qui font de l'introduction au zéro déchet en fait rappelle énormément, c'est le fait qu'il faut pas se culpabiliser soi, donc il faut être indulgent avec soi-même, et il faut pas culpabiliser les autres quand ils font pas la même chose que vous. Et ça, c'est une des caractéristiques du mouvement, c'est de dire écoutez, vous faites tout ce que vous pouvez à votre niveau. Si vous voulez pas le faire, pas obligé de le faire. On conçoit que vous n'ayez pas envie pour diverses raisons. On va pas vous juger pour autant, parce que nous aussi on a été comme ça avant. Je veux dire, si il faut être indulgent avec tout le monde, y compris avec soi-même. Et du coup, je pose ma question, puis après tu rebondis sur ce que tu veux. C'est par rapport au regard des autres, justement, cette fois-ci de l'extérieur, surtout les proches. Je pense qu'on va se limiter à ce cercle-là par rapport à quand toi, tu te mets au zéro déchet. Alors, pour répondre à ta question, c'est vrai que
Au tout début, quand je me suis lancée dans la démarche du zéro déchet, bon, il faut dire déjà une chose, j'ai pas changé toutes mes habitudes du jour au lendemain. Donc il y avait quand même des nouvelles habitudes que j'ai mises en place petit à petit. Après, c'est vrai que quand on en parle un petit peu à son entourage, eh bien, ils voient ça. Ben, je dirais que plutôt mon entourage a vécu ça très positivement, en disant ah mais je te félicite de cette démarche, c'est super, etc. Mais ne penses-tu pas que c'est un petit peu contraignant, que ça te demande beaucoup de changements dans ton quotidien? J'ai plutôt reçu des interrogations, à la fois des félicitations et des questionnements. Et puis disons que dans ma façon de faire, je suis pas du tout du genre à crier sur les toits en disant ah le zéro déchet c'est extraordinaire et vous autres qui ne suivez pas cette démarche, vous êtes absolument inconscient, irresponsable, etc. Donc comme j'avais déjà une attitude absolument pas à juger les autres en disant voilà j'ai été comme ça avant. Maintenant, j'essaie de changer quelque chose, donc plutôt que de pointer du doigt les autres personnes, j'essaye plutôt de leur faire part, déjà de répondre à leurs questionnements, et c'est vrai qu'ils sont titillés, disons que leur curiosité est titillée, ils ont envie d'en savoir un peu plus, donc je leur réponds avec grand plaisir en disant voilà, je suis pas experte, mais j'essaie de mettre en place des petites choses. Et disons qu'il y a certaines personnes qui réagissent en se disant oui mais bon t'es bien mignonne dans tes actions mais tu crois vraiment que tu réussiras à faire quelque chose avec tout ce qu'il y a à faire dans ce bas monde, voilà, il n'y aura pas vraiment d'impact. Et c'est vrai que parfois j'avais des personnes face à moi qui étaient plutôt un petit peu sceptiques, voilà, un peu sceptiques, un petit peu comment dirais-je, voilà, disons, on me félicitait pour cette démarche, mais ils y croyaient pas forcément. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on se côtoyait, qu'on discutait, je leur faisais part effectivement de mes petites réussites, je leur faisais part des réussites des autres personnes, et petit à petit, le fait de les amener avec moi, peut-être à un atelier, un atelier zéro déchet, le fait de leur faire part du fait que voilà, je suis devenue coach de deux familles, ça leur a permis de dire bah voilà, il y a des gens qui se mobilisent, donc voilà, effectivement ça titille les esprits, ça leur donne envie d'en savoir plus, et puis ils ont envie même, ils s'intéressent en fait de faire eux-mêmes à leur tour. De faire la démarche aussi. Oui, c'est ça. Ils ont envie de faire quelque chose, mais donc plutôt dans l'ensemble, du coup, des réactions relativement positives et beaucoup de curiosité surtout. Voilà, surtout de curiosité. Voilà, un peu de voilà. Certaines personnes étaient assez sceptiques au début, mais effectivement, ça titille la curiosité du moment que on n'est pas jugeant avec eux. Voilà. Oui. On leur fait part de nos démarches et on leur donne envie on leur fait part aussi peut-être des arguments, et puis surtout je pense de la joie que ça procure, et puis voilà, de cette motivation en fait qui m'anime, et ça leur donne envie en fait, ça leur donne envie de faire pareil, de ressentir la même chose. C'est vrai qu'il y a une excellente phrase qui a été dite, je crois, sauf erreur, par Gandhi, qui disait que l'exemple n'était pas le meilleur moyen de changer le monde, mais le seul. Et c'est vrai que dans l'entourage, souvent les gens en fait ont tendance un petit peu, surtout quand il y a de la curiosité, parce que vous faites quelque chose qui est un petit peu, on va dire, pas très classique dans les schémas, de se dire mais tiens, mais comment ça fonctionne, comment tu fais. Donc effectivement, cette curiosité fait que souvent les gens vont vous poser des questions sur comment vous faites, et le simple fait en fait finalement de pas chercher à les convaincre, mais simplement de leur montrer, bah tu vois, moi je fais ci, je fais ça, et que les gens s'aperçoivent que vous descendez nettement moins la poubelle que vous, ouais, ou ce genre de choses, mais surtout la poubelle en fait qui a un impact visuel. Souvent ça fait réfléchir un petit peu les gens, et j'ai trouvé très intéressant que tu parles il y a un mot à un moment donné qui est sorti dans ta phrase qui parle des familles, et c'est vrai que par rapport aux sceptiques, disons que les gens qui se sont vraiment jetés à corps perdu dans le zéro déchet, c'est des gens qui font partie de la catégorie de personnes qu'on appelle un petit peu, je dirais, les millennials, c'est-à-dire c'est des gens qui sont nés entre le milieu fin des années 80 jusqu'aux années 2000, et donc c'est des gens qui aujourd'hui ont quelque chose comme gentiment 30 ans,
Et souvent, au moment où on se met un petit peu au zéro déchet, soit on est encore étudiant, soit on est même célibataire, ou on vit tout seul, et entre guillemets, une des critiques qui est pas mal ressortie, c'était oui, mais tu n'es pas marié, tu n'as pas un job à plein temps, tu n'as pas deux enfants à gérer là au milieu. Donc en fait, je vais pas dire tu sais pas ce que c'est la vraie vie, mais en fait c'est un peu plus facile pour toi de t'y mettre. Et ce qui a été très intéressant, c'était une des critiques qui était un petit peu ressortie, malgré le fait qu'elle soit mariée et qu'elle ait 2 enfants auprès de Bea Johnson, parce que voilà, ils avaient quand même un petit peu de moyens, et puis bon, il se trouve qu'ils vivent en Californie, et par exemple, ils n'ont pas 4 saisons comme chez nous, quoique des moments, on a presque l'impression qu'on en a plus que 2, c'est-à-dire l'été et l'hiver, un coup on se les pèle, et un coup on transpire, et on s'en sort pas, et que du coup, au niveau de la garde-robe, par exemple, c'est plus simple. Et l'exemple de la famille Pichon était très intéressant, parce qu'effectivement, ils sont 4, et ils ont des enfants qui sont jeunes, et les 2 travaillent, et pour beaucoup de personnes, ce côté peut-être un peu plus proche de monsieur et madame tout le monde, classe moyenne, en fait a été très parlant et a été très efficace pour en fait désamorcer un certain nombre de sceptiques qui étaient là. Oui, mais quand t'as des enfants et un travail, c'est pas possible. Si, c'est possible, mais le changement se passe pas forcément de la même manière ni à la même vitesse, mais c'est tout à fait à la portée de tout le monde. Comme on disait, il faut changer et tu le disais très bien, changer une seule habitude à la fois pour éviter simplement aussi de soi-même de marcher sur les pieds et de se déprimer aussi. Et le fait de changer un truc à la fois et de voir comment cette chose évolue, de voir qu'on a réussi à la changer, ça procure effectivement, comme tu disais, une certaine joie de dire j'y suis arrivée, je suis contente, autosatisfaction, ça fait un petit peu du bien à l'ego, ce genre de choses. Donc c'est gratifiant de se dire qu'on y arrive. Mais pour ça, justement, il faut prendre un petit peu de recul. Et quand l'entourage ne nous met pas des bâtons dans les roues, c'est vrai que c'est appréciable. Parce que on peut aussi se retrouver en face de personnes qui nous disent qu'on est un peu des ayatollahs de service, des écolos bobos, anarchistes, extrémistes, alors que ni toi ni moi ne sommes des écolos purs et durs, et que on est juste des citoyens comme les autres, à se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, en tant que personnes, à notre échelle, effectivement, oui. pour que les choses changent. Et c'est ça qui est assez génial avec ce mouvement, qui est le zéro déchet, qui est arrivé donc il y a maintenant une dizaine d'années, qui a en fait redonné, je peux pas dire une illusion, parce que c'est pas complètement une illusion, mais l'impression aux gens qu'ils avaient moyen, eux, en tant que personnes, de pouvoir assumer une part de responsabilité et d'avoir surtout de l'impact direct sur le bien-être de l'environnement et de leur santé, ce qu'on n'avait pas l'impression qu'il y avait avant. Et du coup, on attendait beaucoup que les politiques et les institutions fassent les choses. Et puis on voit bien dernièrement, en plus, par exemple avec ce qui se passe en France, où il y a eu toutes les manifestations pour tout ce qu'il y a eu avec le hashtag On est prêt à l'affaire du siècle, et la réponse des politiques a été d'abandonner une partie de leur politique écologique, et par exemple de supprimer certaines taxes, je crois. Je ne maîtrise malheureusement pas très bien le sujet, mais rassurez-vous, Internet déborde d'informations. Après, à vous de faire le tri entre ce qui est du bullshit et ce qui est réellement. Mais on voit clairement que les institutions et les politiques, surtout en Europe actuellement, ne sont pas, ils sont pas prêts entre guillemets à suivre les gens qui ont envie de faire le pas pour le climat. Et du coup, ça pose la question de la responsabilité de chacun d'entre nous, en fait, de se dire qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on attend que ces messieurs dames veuillent bien faire leur taf, ou est-ce que on leur force pas la main en leur montrant que nous en tout cas on est prêts et qu'on fait déjà pas mal de trucs, et que si on est de plus en plus nombreux en fait à le faire, au bout d'un moment en fait simplement le système tel qu'il est conçu, qu'il n'est pas adapté à nous, comme on sera une majorité, il faudra bien qu'il change à un moment donné, parce que sinon la majorité va avoir pas mal de problèmes, et du coup c'est vrai que ça redonne une part de pouvoir aux citoyens, et je pense que
c'était un sentiment qui était très largement répandu dans la population que, en fait, typiquement, voter, ça sert à rien parce que de toute façon, les politiciens vont faire l'exact contraire de ce pourquoi on a voté. Alors que, en fait, c'est pas tant que ça vrai, mais simplement, c'est un exercice qui se pratique sur la longueur. C'est comme un marathon. Donc, c'est pas parce que vous avez l'impression que vos efforts à l'instant T n'ont pas un impact direct que ça veut dire qu'il va pas y en avoir dans le futur. Mais bon, voilà, c'est difficile à appréhender pour tout le monde. Et le zéro déchet a encore une fois ça de chouette qui nous donne le sentiment qu'on a un impact direct au moment H où on décide de le faire, quoi. Je sais pas si tu es d'accord avec cette vision. Ah, concrètement, absolument. Donc ça vraiment, c'est quelque chose... voilà, ça redonne un petit peu de l'espoir. Et c'est aussi pour ça que le mouvement, finalement, prend de l'ampleur. Tout compte fait. Maintenant, du coup... puisqu'on parle de ça, est-ce que tu as déjà des paliers que tu as franchis dans ta vie grâce à ce changement de mode de vie dont tu es très fière et dont tu aurais très envie de nous parler, parce que bien sûr, il faut donner envie aux gens. Des paliers, c'est-à-dire peut-être des défis que j'ai réussi à accomplir. Exactement, des choses dont tu es fière, dont tu as envie de nous parler. En pratiquant ce mode de vie, de quoi tu as été particulièrement fière? Qu'est-ce qui vraiment t'a rendu fière? Vas-y, raconte. Alors, je vais vous faire part un petit peu de ma petite liste de réussites, parce que comme je vous l'ai dit, aucune petite réussite n'est négligeable. Bien au contraire, il faut toujours se féliciter. Donc, déjà, à vous dire vrai, je pèse mes déchets. Et j'étais à une poubelle, donc nous vivons à 2 dans un appartement avec un chien, et mes poubelles pesaient plus ou moins, disons, 3-4 kilos, 3 kilos plus ou moins chaque 2 semaines. C'était des sacs de 35 litres. De 35 litres, exactement. Et maintenant, j'ai réussi de nouveau, c'est pas encore parfait, mais de nouveau, je ne peux que me féliciter de toutes ces petites démarches. Et j'en suis à une poubelle par mois. Et cette poubelle par mois pèse environ 1,9 kg, 1,5 kg. Alors bien entendu, comme tu disais également, il y a parfois des périodes qui sont un petit peu moins faciles. Donc on a des tentations, on revient un petit peu en arrière, etc. Donc il ne faut pas non plus trop se culpabiliser. Il y a des moments où on n'arrive pas à être parfait, on n'arrive pas toujours à aller de l'avant et puis de tout mettre en place comme on le souhaiterait. Mais comme je dis toujours, un pas en arrière pour 2 pas en avant. Et donc pour venir à ma petite liste de réussite, donc effectivement j'ai commencé par désencombrer les placards, la cave, les habits, etc. Donc vraiment d'épurer un maximum notre environnement dans lequel on habite. On a changé justement tous les contenants, donc maintenant on a des contenants en verre qui contiennent nos aliments que nous achetons en vrac, c'est-à-dire que on arrive avec nos petits sacs en coton, on achète en vrac, c'est-à-dire des aliments qui ne sont pas emballés. On fait le marché beaucoup plus souvent, donc disons ça nous permet d'avoir beaucoup plus de contact social dans une société qui devient de plus en plus individualiste. Donc effectivement ça prend parfois un peu plus de temps, mais c'est du temps je dirais de qualité, c'est-à-dire que je vais au marché, je vais rencontrer les gens, je vais dialoguer, on partage des moments, on partage nos joies, on discute, donc c'est très enrichissant. En sachant juste pour faire, mais de façon très très générale sans rentrer dans les détails, donc dans la vie courante tu es enseignante. Oui, donc oui, tout à fait. Tu as des horaires qui sont quand même relativement chargés, où tu bosses quand même pas mal pour préparer tes cours le soir en rentrant, y compris le week-end. Donc tu n'es pas quelqu'un, je dirais, d'oisif. Tout à fait, donc j'ai un quotidien, disons un emploi du temps professionnel qui me prend beaucoup de temps, effectivement. Tu as tout à fait raison de le pointer. Donc effectivement, si j'étais femme au foyer, je pense que j'aurais encore plus de temps de mettre beaucoup de choses en place. Mais comme quoi, il est possible, même si nous travaillons et que nous sommes très occupés, de mettre un certain nombre de choses en place au quotidien. Mais voilà, c'est comme je disais, c'est des nouvelles habitudes à mettre en place, c'est une nouvelle organisation, c'est une nouvelle recherche. On a peut-être des habitudes d'avant qui n'étaient pas si bonnes que ça pour la santé et autres. Donc on fait une nouvelle recherche et voilà. Et justement, je vais au marché pour essayer de viser des produits peut-être de meilleure qualité, bio, local. Tout n'est pas encore bio, tout n'est pas encore local, mais on s'y attelle pour y arriver.
Ok. On s'améliore de jour en jour, ça c'est sûr. Et voilà, on n'a plus non plus de papier cuisine, de sopalin, comme on dirait aussi. J'utilise plutôt des vieux chiffons, des t-shirts qu'on a transformés en, en vieux linge. On a des serviettes de table qui sont en tissu pour les invités et pour nous-mêmes. Quand on se promène, on a toujours une gourde d'eau, voilà, en verre, même de différentes tailles selon, voilà, donc c'est aussi une organisation. On a fait en sorte de s'inscrire sur un site qui nous permet d'éviter de recevoir de la publicité dans les boîtes aux lettres. Ça aussi, c'était... Parle de la liste Robinson, par exemple. Voilà, et Oui. c'était tellement... on recevait une quantité de papier, de publicité qui était complètement inintéressante. On vous mettra en lien, si jamais, pour Ouais, ceux qui volontiers. écoutent, des liens soit pour des lectures, soit des bonnes adresses, par exemple, pour vous supprimer la publicité, ou des sites où sont référencés, si ça vous intéresse, des magasins où on propose du vrac, ou ce genre de choses. Mais d'ailleurs, à ce propos, j'ai aussi des listes d'habitudes qui peuvent intéresser peut-être ceux qui nous écoutent, que je te transmettrai avec grand plaisir, que j'ai reçu d'ailleurs à travers les ateliers zéro déchet. Ça peut déjà inspirer un certain nombre de personnes D'accord, donc pour les nouvelles habitudes. on vous mettra une petite liste de choses par lesquelles nous, par exemple, on est passé et que vous pouvez entamer comme changement d'habitude dans votre existence. Tout ça sera bien sûr disponible en description dans le podcast. Ouais. Donc, je poursuis. Donc, effectivement, des lessives en vrac. Donc, j'ai gardé les contenants de lessive et je vais effectivement acheter ma lessive en vrac. Donc, en général, c'est des produits qui sont faits maison avec le moins de produits chimiques possible. Donc, c'est vraiment très simple. Même les produits ménagers, hein, j'ai vraiment tout... je dirais pas balancer, mais on va dire ça comme ça, mais recycler, la déchetterie. Et pour revenir des choses les plus simples possibles, basiques, du savon noir, du vinaigre blanc, du savon de Marseille, bicarbonate, et ça me permet de vraiment tout nettoyer chez soi le plus sainement possible, sans avoir un impact aussi sur notre santé, parce qu'on connaît aussi toutes les conséquences des micropolluants. Oui, puis pour ceux, puisque toi tu disais que tu disais que tu avais un chien, il faut bien penser que quand vous utilisez un produit qui décape énormément, par exemple votre sol, vous avez, si vous avez des animaux domestiques donc qui se baladent dans l'appartement, eux, ils posent directement leurs pattes en fait sur le sol ou sur les surfaces, enfin où ils se baladent, et soyons très honnêtes, moi j'ai jamais vu un chien aller se laver les pattes au lavabo avec du savon, sauf si bien sûr c'était son maître qui lui emmenait parce qu'il avait traîné dans la gadoue puis que là il en avait plein les poils. Mais disons que quand vous utilisez un produit qui décape énormément une surface, donc un produit je dirais issu de la pétrochimie, dans lequel il y aurait des produits qui seraient pas forcément très 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 sains pour la santé, et vos animaux de compagnie en ont sur les pattes, et eux pour faire leur toilette, ils se lèchent les coussinets, les pattes, les poils, etc. Donc eux ils les ingèrent encore plus directement que nous. En fait ils sont même carrément plus en contact que nous avec ce genre de produit parce que ils ont pas forcément, ils se lavent pas les pattes. Bêtement. Et donc ça, typiquement, moi j'avais regardé une série de vidéos sur internet, où dans un vlog, une personne disait, mais en fait je me rendais juste pas compte quand j'achetais le nettoie-tout hyper décapant au magasin que tout le monde utilise, qu'en fait mes chats ils marchent dessus directement, et quand ils font leur toilette en fait ils avalent le produit, parce que même si on le dilue dans l'eau, il y en a quand même une sacrée couche. Puis pour que ça vous décape la saleté en un coup de balai, sans utiliser trop d'huile de coude, vous vous doutez bien que si la tâche elle est partie en un rien de temps, c'est que le produit il était efficace. Ou en tout cas qu'il était très corrosif. Et par exemple, les animaux, comme je disais, ils peuvent l'ingérer directement. Donc ça n'a pas des impacts que sur votre vie en tant qu'être humain. Bien sûr, si vous avez des compagnons à quatre pattes, à poil et à plume, tout ce que vous voulez, eux aussi en bénéficient. Donc ça peut être une source de motivation pour ceux qui se préoccupent du bien-être animal, par exemple. Absolument, tu as tout à fait raison. Donc voilà, après j'ai un certain nombre d'autres réussites aussi du quotidien, comme pour les femmes par exemple, avoir des serviettes hygiéniques lavables ou avoir une cup. Ça aussi c'est très pratique. Et on constate que ça fait tout à fait son job comme il faut.
Et disons, ce pourquoi je suis aussi très fière, c'est les cadeaux. C'est-à-dire qu'on a tendance aux anniversaires à s'offrir des cadeaux par milliers et suremballés. Et souvent, je me questionne de l'utilité. De tous ces cadeaux. Je pense que c'est important d'avoir de l'attention et pour les personnes proches, les personnes qu'on aime. Mais après, je pense que le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à quelqu'un, c'est du temps. Partager du temps avec les autres. Après, si vous êtes vraiment dans ce besoin d'offrir un cadeau, autant qu'il soit utile. Et si vous voulez offrir un cadeau utile à quelqu'un, autant l'emballer, mais l'emballer par exemple avec du tissu réutilisable. Les furoshiki, sauf erreur si je me trompe pas. Tout à fait, oui. Voilà, emballer ces cadeaux dans un tissu que vous reprenez et que vous allez effectivement pouvoir réutiliser pour emballer un autre cadeau pour une prochaine fois. Donc c'est vrai aussi les cadeaux que j'offre à mon entourage, ça peut être effectivement un moment, offrir un moment, ça peut être un moment, un cinéma, ça peut être un moment massage, ça peut être même acheter un livre en deuxième main, peut-être redécouvrir des trésors cachés dans les brocantes. On ne sait jamais ce que l'on trouve. Parfois, il y a des choses vraiment très intéressantes. Offrir des plantes. Bref, on peut toujours trouver quelque chose d'utile, d'intéressant et qui reste toujours, comment on pourrait dire, signe d'affection aussi pour les personnes qu'on aime. Enfin bref. Donc voilà, avec ta magnifique liste que tu viens de nous énumérer. Voilà, il y en a bien d'autres, mais je pense que je vais m'arrêter là. Disons qu'on voit que en fait le champ des possibles pour s'améliorer et pour aller faire quelque chose où on génère moins de déchets en fait est très très large. Et tout à fait. Comme on a pu le constater grâce justement à ta liste, comme je disais, vraiment c'est le champ de changement est absolument immense. Donc c'est ça aussi qui est génial, c'est que du coup on peut faire des choses dans plein de directions différentes. Et c'est par rapport à ce qu'on disait tout au début du podcast, tu disais par rapport aussi à forcément quand réutiliser les emballages et des choses comme ça, donc forcément vous remplissez moins votre poubelle, mais vous avez peut-être aussi moins de choses, parce que typiquement un carré de furoshiki pour emballer les cadeaux prendra nettement moins de place qu'un gros lot de papier pour emballer les cadeaux, ce genre de choses. Donc vous allez inévitablement gagner de la place. C'est pour ça qu'au tout début de l'émission je parlais aussi du mouvement de la sobriété volontaire, où il y a aussi justement une de ces réduction de possession matérielle, même si a priori ce mouvement-là est plus sur la façon de vivre les instants, simplifier sa vie dans tous les domaines, tandis que vraiment le zéro déchet, lui, s'attaque vraiment aux possessions matérielles, mais finalement les deux se ressemblent pas mal et se répondent avec des objectifs différents. Quelqu'un qui pratique le zéro déchet pratiquera pas forcément la sobriété volontaire et inversement, mais ils vont à peu près dans la même direction. Et un des avantages qui est mis en avant par ceux qui milite pour le zéro déchet, c'est que effectivement quand on a moins de possessions matérielles, on passe moins de temps à nettoyer, on passe moins de temps à essayer de remplir ses placards, et donc on court moins dans les magasins, on a plus de temps pour poser ses fesses, boire un thé, discuter avec des amis, et donc en fait on est moins envahi. Tu parlais d'étouffement au tout début. Tout à fait. On est moins étouffé en fait par les objets, et du coup plus dans le moment présent et plus présent avec les humains qu'avec les objets. Exactement, on a envie d'investir son temps et son argent pour des activités, des moments qui sont plus importants pour nous, qui ont plus de valeur et qui nous enrichissent. Donc voilà, et surtout qui nous comblent de bonheur. Après, je dis pas, c'est ce qu'il faut vraiment garder, je pense, en tête, si je peux me permettre de rajouter ça, c'est que quand on démarre, dans cette démarche avec beaucoup de motivation, pour la plupart, on a envie de faire le bien partout, on se sent, on se sent capable de faire beaucoup de changements. Après, faut pas oublier que ça peut vous arriver, si vous vous lancez, d'avoir des petits moments de questionnement, de remise en question, de doute, de démotivation. Vous pouvez aussi arriver à vous poser la question, mais est-ce que je dépense pas trop d'argent maintenant? Est-ce que finalement, est-ce que je gagne vraiment du temps? Est-ce que je suis si soutenue par mon entourage? Bref, vous allez certainement être à des moments donnés dans cette démarche un petit peu déstabilisé, mais c'est normal, on passe tous par là. D'ailleurs, je vous cache pas que j'ai eu une période, surtout pendant les fêtes ou pendant des périodes où on est fatigué, où on se pose la question, mais mince alors, est-ce que je suis vraiment
Est-ce que je suis vraiment, comment dirais-je, si motivée que ça? Et puis bref, et puis finalement on reprend, on se relance, mais vraiment un conseil, partagez vos préoccupations, partagez vos questionnements avec les personnes qui sont aussi dans cette démarche-là. Ça vous aide, ça vous restimule, ça vous donne d'autres sources d'inspiration, d'autres astuces. Et si je peux me permettre de faire une citation qui pour moi est très importante, qu'importe ce que vous faites, que ce soit petit ou grand, félicitez-vous de vos petits efforts. Et je finirai par cette citation de Mère Teresa qui pour moi me suit tout au long de cette démarche, qui dit nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais si cette goutte n'existait pas dans l'océan, elle manquerait. Donc, faites votre part, c'est très important. Vous faites partie de cette démarche, vous faites partie de ce mouvement, et ensemble, on ira loin. Donc voilà, beaucoup de tendresse, beaucoup d'indulgence, beaucoup de bienveillance dans ces propos qu'on a entendus aujourd'hui, du coup, pour parler de ce mode de vie qu'est le zéro déchet, cette tentative de beaucoup d'entre nous d'essayer de rendre le monde un peu meilleur chaque jour en s'attaquant aux vices du monde industriel. Merci beaucoup, Julina, d'avoir été avec moi pour parler de ce sujet. J'espère que ça aura donné une idée un petit peu plus claire de comment tout un chacun peut le vivre, de pratiquer le zéro déchet en se rappelant que voilà, on est humain, on n'est pas infaillible, puis que la perfection est peut-être aussi, je dirais, une illusion, et qu'il faut simplement faire les choses à son niveau, à son échelle, pour être en accord surtout avec ses valeurs, et puis et qu'on en apprend tous les jours. Voilà, c'est parfait. Donc de la motivation, beaucoup d'énergie, bien s'entourer, parler, partager, se rappeler qu'on n'est pas seul. Et puis, oui, être indulgent avec soi, se rappeler de d'où on vient et se rappeler aussi de où on veut aller, ça peut être très intéressant. Voilà, garder le cap. Voilà, et puis vraiment ne pas s'autoflageller, faire un pas après l'autre, y aller à son rythme. Personne n'est là pour vous juger ou pour vous mettre une mauvaise note. Vous avez probablement, pour la plupart d'entre vous, quitté l'école depuis très longtemps. Donc, vous n'avez pas un bulletin de notes à rendre à la fin de l'année, à faire signer par vos parents, comme quoi, si vous n'avez pas bien fait votre tri des déchets, on va vous mettre un mauvais point. Ce n'est pas... Pardon. Ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est ce que vous décidez d'en faire, et l'utopie n'est pas irréalisable, mais irréalisée. Donc, comme on dit aussi, ils ne savaient pas qu'on pouvait le faire, donc ils l'ont fait. C'est une très bonne citation aussi. Nous, on se revoit très vite, puisque maintenant c'est la fin de cet épisode d'Abras-le-Corps, dans un prochain podcast où on parlera à nouveau de zéro déchet avec un nouvel invité. Je ne vous dis pas tout, ce sera la surprise. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous, posez-vous des questions, soyez curieux et surtout, voilà, encore une fois, soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres. Sur ce, à la prochaine. Bye.